So, ladies and gentlemen, please, if I can have you take your Mesdames seats, et I think we're about messieurs, ready to start. prenez vos places, nous allons commencer. So, I'm delighted today to introduce a C'est une joie slightly pour moi larger and aujourd'hui illustrious panel. de présenter un panel un peu plus large et illustre Steve Rockcliffe, qui est un écologiste marine de l'Université de New York, Costa qui vient de Micronésie, et Lisa Svensson de Suède, qui est l'ambassadrice suédoise pour l'océan. Aujourd'hui, nous allons parler de la gouvernance, les partenariats et l'implication des industries. Les thèmes principaux du débat aujourd'hui vont être les différentes expériences. Ici, nous avons des expériences de l'Afrique de l'Est, du Pacifique et de l'Europe. Et nous voulons contraster les différents types d'expériences. Nous allons commencer par vous, Steve, et vous donner l'occasion d'expliquer vos expériences. Je suis un écologiste marine de l'Université de New York. Je travaille avec les ONG et avec les communautés et également avec le secteur du tourisme pour promouvoir la conservation marine. J'examine les AMP locales, comment étendre leur échelle et comment les financer. Aujourd'hui, on m'a demandé, comme aux autres, de trouver 3 mots-clés. Ça a été très difficile de les réduire à 3. En fait, j'en suis restée à 4 pour décrire mon travail, les questions d'échelle, le financement durable et les partenariats. Et quand j'y réfléchissais ce matin, il m'est devenu apparent que 2 de ceux-là, les partenariats et le financement durable, sont particulièrement utiles quand on parle de bon sens en matière d'une approche participative. Dans mes expériences en Afrique de l'Est et également au Pacifique, il y a des exemples de partenariats innovants entre les ONG et les communautés locales et souvent avec un partenaire privé également. Donc, les partenariats durables et le financement durable sont des éléments clés. William, voulez-vous partager vos expériences de Micronésie? Merci, Carl. Je travaille pour le Trust de conservation de Micronésie. Il faut construire un fonds et établir un trust, et cela permet d'augmenter le soutien pour les AMP. Ça permet de pérenniser ces AMP et cela leur donne plus de visibilité auprès de votre gouvernement, si bien que le gouvernement et les communautés vont y prêter attention et être conscients de ces millions de dollars qui sont investis. Donc, un fonds de trust est un excellent outil pour étendre l'échelle de la conservation. Et je pense que nous reviendrons à la question de la finance plus tard, mais maintenant je passe la parole à Lisa Svensson pour nous donner quelques pensées du point de vue de l'Europe du Nord. Merci, je pense que notre expérience concerne non seulement ce que nous aimerions avoir, mais plutôt ce que nous ne souhaitons pas. Nous avons créé une AMP en Suède et cela a permis à la population locale de s'apercevoir de ce qui se passait en dehors de l'AMP. La question s'est posée parce que nous nous engageons avec la communauté et nous collaborions avec eux pour éviter de collaborer de manière trop étroite avec seulement les gardes-côtes. Donc je pense que les questions économiques et la participation des communautés est très liée. Et également, il faut impliquer les autres parties prenantes dans l'AMP, mais également dans la région autour de l'AMP. Et cette approche est particulièrement inscrite dans les conventions régionales. Nous sommes également donc impliqués dans la Baltique, mais également en France, en œuvrant envers les AMP. Donc, collaboration dans les AMP, mais également entre les AMP. Alors ici, vous parlez de cette gestion collaborative et locale, mais j'imagine qu'il y a une certaine tension. De nombreuses personnes présentes ici viennent du monde de la science naturelle et ils essayent de concevoir le système optimal en termes, par exemple, de l'optimisation de la biodiversité ou des différentes valeurs de la nature. Mais vous parlez de la collaboration
tension avec les personnes et les bienfaits envers les personnes. Est-ce que vous percevez ici une tension et comment la gérer? Je vais commencer. Je suis également formée en sciences naturelles, même si j'ai également fait des études en sciences sociales et je m'engage à ce niveau en engageant le dialogue avec les communautés locales, tout en faisant des études sur tout ce qui se passe en dessous de l'eau. Vous avez raison, il y a une certaine tension, mais quand il est question d'une perspective du bas vers le haut et de cette gestion locale, finalement, tout ce qui concerne la science naturelle est moins importante. Il s'agit plutôt de travailler avec les populations locales, de les engager dès le départ et de les impliquer tout au long du processus, d'établir des objectifs clairs tout au long du processus et d'adapter votre solution à l'échelle de la communauté et du contexte social et culturel de cette communauté. Moi, je pense qu'un autre mot-clé, c'est une question de la création de la confiance, parce qu'une fois que la confiance est là, la tension va diminuer, ou inversement. Par exemple, si vous avez des AMP où vous avez le droit de pêcher, ou des endroits où on n'a pas le droit de pêcher et que des gens viennent pêcher et qu'il n'y a personne pour effectuer la surveillance et le contrôle, alors en fait, là, ça va détruire la confiance. Donc, il faut donc mettre à profit les bénéfices de la confiance. Il faut donc pour cela de la transparence et une implication, une participation des communautés dans les processus. Cela doit venir du haut vers le bas, mais également doit être inscrit dans tout ce qui se passe au niveau du terrain, dans les communautés locales. En Suède, on est fiers de venir d'une région où il y a une AMP. Et cela motive les gens à protéger cette nature. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre en compte des aspects sociaux et culturels que nous oublions parfois dans notre évaluation. Mais si nous examinons la situation en Suède, à Kosterhavet, nous avons une situation où vous continuez la pêche et c'est un parc naturel. Mais normalement, dans les parcs naturels, on interdit la chasse. Pourquoi est-ce qu'on considère acceptable de tuer des prédateurs dans les AMP suédois et permis parce que nous ne mangeons pas ces prédateurs? Merci. Comment est-ce que ça se passe en Micronésie? Pensez-vous que c'est une situation plus aisée? Y a-t-il moins de tensions entre les usagers locaux et la protection de la nature, vu que les zones protégées sont souvent très spacieuses? En Micronésie, le travail a surtout été entrepris avec les communautés locales, avec le soutien du gouvernement. Nous avons du braconnage qui résulte de personnes qui viennent de l'extérieur, mais cela a été très limité. Le braconnage est vraiment assez rare. Oui, moi je voudrais ajouter quelques mots. Je pense qu'un autre élément clé dans ce débat, ce n'est pas la protection ou bien l'usage. Pour nous, ce ne sont pas deux choses antinomiques. Nous devons protéger pour l'usage, mais cet usage doit être pérennisé. C'est comme ça qu'on va pouvoir vivre de manière durable. Nous prenons en compte des aspects environnementaux, sociaux et culturels. Et donc, nous ne pouvons pas faire cette antinomie, sinon nous ne sauverons pas. Alors, ce que nous aimerions faire avec les AMP, c'est d'avoir un point de référence. On voit qu'il y a le changement climatique et d'autres facteurs qui évoluent sur le temps. Si nous n'avons pas de point de référence, comment reviendrons-nous là où nous en étions? C'est très difficile de savoir où on va si on n'a pas d'objectif. Alors oui, tout à fait, je pense que nous avons, en matière de bonnes pratiques, besoin d'un point de référentiel. Mais je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il faut que l'homme et la nature travaillent en harmonie, si bien que nous avons besoin de nourriture, de boissons à manger, et ainsi de suite. Alors, trouver une bonne région pour mettre cette harmonie en vitrine est très important.
Cela doit se faire non seulement dans les AMP, mais également nous devons enseigner aux hommes comment vivre en harmonie avec la nature et ils doivent prendre cela avec eux en dehors de l'AMP parce que nous ne voulons pas avoir une AMP où tout se trouve en harmonie, mais ailleurs, c'est une boîte noire. Alors oui, vous avez besoin d'AMP parce que ce que nous appelons la gestion des pêches, traditionnellement et jusqu'à présent, en fait, signifie la surpêche. Et c'est la pratique qui s'est étendue non seulement en Micronésie, mais on regarde l'échec de cette pratique partout à travers le monde. Alors, il faut mettre en équilibre les pratiques durables dans les AMP. Nous avons donc besoin de certains AMP pour sauver certaines de ces espèces dont il est question. Nous pouvons faire des récoltes durables, mais il y a également des espèces et des habitats qui ont été tellement dévastés que nous devons intervenir et interdire telle ou telle pratique. Et une des options, c'est de créer une AMP. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de plonger à Port-Cros et à Porquerolles il y a quelques semaines. C'est le plus vieux parc naturel en France. C'est un parc qui a 50 ans cette année. Et j'étais frappée. Il y a 10 ans, j'ai eu l'occasion d'y plonger et je me souviens d'avoir vu beaucoup plus de mérous que ce que j'ai vu aujourd'hui. Je n'ai pas vu de requins. J'ai parlé à d'autres plongeurs de la région. Ils n'ont pas vu des requins depuis très longtemps. C'est étonnant. Nous avons quelques belles perles ici dans le système des AMP françaises et pourtant, de grandes parties de la vie sauvage ont disparu. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si on se trompe ici? Est-ce qu'on fait quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vraiment nous faisons bien notre travail? Si les personnes qui s'intéressent à ces questions ne peuvent même pas défendre une toute petite portion de la réalité, alors que peut-on espérer? Alors bon, moi j'envie votre expérience, mais je pense que nous devons travailler envers ces AMP qui représentent une forme d'utopie. Nous œuvrons vers non seulement des AMP, mais une harmonie, un équilibre avec la nature tout au long du littoral et relier la vie de l'océan à la vie à la terre. Alors peut-être que maintenant nous pourrions parler de la résilience. À ce que je vois, une grande partie de la résilience que nous avions par le passé dans le système et sa capacité à s'adapter à des évolutions rapides a disparu. Que pouvons-nous faire pour favoriser la résilience? Et avez-vous des expériences, par exemple, du Pacifique? Alors oui, certaines des choses que nous essayons de faire dans les AMP, en particulier des régions où nous sommes liés de manière écologique. Sur l'île de Palau, ils sont écologiquement connectés à une île à Yap qui reçoit les gros rails tous les 10 ans. Le travail que nous faisons à Palau doit donc s'étendre à Yap parce que nous savons que cette extension de graines de corail a lieu tous les 10 ans. Nous devons donc établir des AMP qui sont écologiquement connectés. Moi, je travaille surtout dans les îles Cook sur le terrain et ils ont un réseau d'AMP là-bas qui s'appelle Brahui. Et ils ont eu beaucoup de mal vis-à-vis de l'aspect de la résilience, car il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en jeu, autres que simplement la pêche. Ils connaissent des problèmes liés au développement littoral. Et, par exemple, 20 maisons connectées à la même fosse septique qui déborde. Ensuite, il y a des exploitations porcines. Tout cela s'écoule à travers les cours d'eau et dans la baie.
Alors, en quelque sorte, toutes les menaces qu'ils confrontent sont disproportionnées par rapport aux efforts qu'ils arrivent à faire. Alors oui, nous, de notre côté, dans la Baltique, nous avons le problème de tous les écroulements du secteur agricole. Et un des problèmes, c'est la disparition de certains terrains spécifiques qui permettaient par le passé de capturer ces écoulements issus de l'agriculture. Il faudrait donc travailler avec le secteur agricole pour établir des bonnes pratiques et tout le reste. Et ces méthodes et ces pratiques, finalement, sont très peu associées aux AMP de manière pratique. Pourtant, il y a un impact. Donc, je pense que nous devons établir des AMP et nous sommes engagés envers l'objectif des 10% de couverture. Mais cela ne peut pas se faire d'une manière isolée. Il faut travailler grâce à différents outils politiques. C'est également un des grands défis. Notamment, il y a toute la thématique des transports maritimes. On ne peut pas simplement établir une AMP et dire qu'on a atteint l'objectif et ensuite se dire que c'est la fin. Alors maintenant, peut-être qu'il faut parler des partenariats. Nous avons besoin de partenariats qui traversent les frontières des AMP. Il faut également que les avantages soient partagés parmi les populations locales. Quels sont les bons exemples? Nous n'avons pas encore beaucoup parlé de l'Afrique de l'Est. Peut-être que Steve, vous pouvez vous évoquer cela? Alors oui, moi je travaille en Afrique de l'Est avec quelques partenaires sur le terrain, des ONG à but non lucratif. Et nous avons passé en revue toutes ces AMP qui sont gérées de manière locale. Et nous avons pu en tirer quelques enseignements clés. Mais il y a de bons exemples. Par exemple, une des AMP a pu obtenir beaucoup de régénération. C'est une des plus grandes AMP au large de Madagascar, qui est d'ailleurs maintenant reconnue par l'UICN. Et cela est géré par quelques villages qui veulent contrôler la pêche aux poulpes. Et ce modèle s'est tellement bien répliqué avec très peu de coûts qu'il y a maintenant 25 aires marines protégées au large de Madagascar maintenant. Et ceux qui sont sous gestion locale sont 4 fois plus grands que ceux qui sont sous gestion étatique. Donc c'est vraiment une réussite. Y a-t-il d'autres partenariats? Oui, en Micronésie, nous prenons en compte l'ensemble du système. Et nous avons créé des alliances qui intègrent les systèmes des AMP dans ces alliances. Comme nous savons que les espèces ne connaissent pas les frontières des AMP, nous devons également créer ces alliances pour les prendre en compte. Alors, quels sont vos partenaires dans ces alliances? Quels sont les différents acteurs? Alors, les différents acteurs incluent les différents propriétaires de la région, les gouvernements locaux et également des organisations qui apportent leur soutien pour ces alliances. Lisa, est-ce que vous avez d'autres partenariats en Scandinavie que vous aimeriez évoquer? Alors oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Il faut voir quel est le lien entre la Terre et l'océan. Ce que nous faisons sur la Terre a un impact sur l'océan. Et il faut comprendre la relation entre les deux. L'océan a besoin de la Terre et vice-versa. C'est une question de comment interagir et comment planifier pour toutes les différentes ressources. Et cela s'associe au planning spatial maritime. Comment prendre en compte toutes les différentes demandes des ressources dans l'océan? Et qui prendra la décision finale? Où est-ce que les touristes devraient pouvoir aller? Où est-ce que les pêcheurs devraient pouvoir aller? Où est-ce qu'on peut faire un parc d'éoliennes, etc. Alors nous avons ces partenariats en collaboration, mais nous avons également besoin de ces conventions que j'ai évoquées et nous collaborons étroitement avec la Convention de la mer Baltique, ELCOM. Et je pense que nous devons renforcer cette collaboration.
Et nous devons lier les connaissances recueillies dans une AMP à d'autres AMP. Par exemple, les anguilles suédoises viennent d'une partie de l'océan très très lointaine de la Suède. Et je pense que beaucoup de Suédois ne sont pas conscients. Donc il faut disséminer les connaissances envers le public et les consommateurs pour qu'ils puissent faire des choix bien avisés. Alors vous avez parlé de partenariat. Ici, vous avez également évoqué le concept de la planification spatiale maritime. Bien sûr, il y a une division entre les différents utilisateurs et dans d'autres parties du monde, par exemple dans le Pacifique, quelle serait de bonnes manières d'affecter les différents types de droits d'utilisation traditionnels ou d'autres? Alors nous n'affectons pas des droits d'usagers parce que nous avons encore des communautés traditionnelles qui possèdent les ressources à travers la Micronésie et dans la plupart des régions du Pacifique. Alors le zoning n'est pas vraiment quelque chose qui a réussi. C'est-à-dire le zoning régional ou national. Mais nous collaborons avec les différentes communautés dans leur zone locale pour étudier les endroits où ils peuvent interdire la pêche ou les endroits qu'ils peuvent continuer d'utiliser. Mais il y a des endroits qui sont fermés à la pêche, soit de manière temporaire ou de manière permanente. Il y a des zones où certaines choses sont interdites, par exemple. Donc, en fait, peut-être le système de zoning existe, mais pas de manière officielle. Alors oui, en effet, nous avons certaines zones interdites à la pêche, etc., à travers la Micronésie. Et c'est ce que nous appelons notre challenge micro-initiative. Et cela représente tous les partenariats à niveau régional. En Afrique de l'Est, nous avons également des expériences où on voit qu'il y a différents types d'utilisateurs qui se voient affecter différentes zones d'usage. Mais, semble-t-il, en Afrique de l'Est, souvent les institutions sont moins puissantes et le gouvernement étatique parfois retire certains droits traditionnels car les collectivités locales ne sont pas forcément toujours très puissantes. Alors, oui, il n'y a pas trop de preuves qui permettent de démontrer que les populations locales arrivent bien à gérer leurs ressources de manière locale. Et en fait, tout a été détruit de toute façon par l'héritage du colonialisme. Peut-être que le zoning a lieu, mais peut-être de manière inofficielle avec tout un tas de modèles différents et à échelles différentes. Mais constamment, nous voyons que le cadre juridique existe, mais que les facteurs institutionnels ne sont pas vraiment présents. Beaucoup d'entre vous connaissent le réseau LMMA en Pacifique et nous avons essayé de recréer cela dans l'océan Indien. Alors nous essayons de tirer les enseignements de ce qui s'est bien passé dans d'autres régions du monde, mais également c'est fantastique parce que ça représente une décentralisation des ressources marines. Parce qu'une des meilleures manières de convaincre, ce n'est pas d'envoyer tout un tas de chercheurs à la communauté, mais plutôt de présenter les communautés à quelque chose qui fonctionne chez leurs voisins. Mais peut-être que dans certaines régions, cela se fait peut-être au niveau un peu trop petit pour avoir un vrai impact. Donc, quels sont les outils dont nous disposons pour étendre l'échelle des AMP et les rendre plus pertinentes et utiles? Alors oui, c'est une question un peu délicate et en réponse partielle à ce que vous dites, en fait, en Madagascar, ils ont assez bien réussi à étendre l'échelle des AMP tout seuls. Idem pour la Tanzanie, où ce sont les populations locales qui s'investissent beaucoup plus que le gouvernement. Cela exige un engagement sur le long terme. Il faut qu'il y ait cet engagement dès le départ et ce n'est pas forcément facile. Et bien sûr, c'est très cher de s'engager avec toutes les communautés littorales.
Et je pense que si le modèle est bon, eh bien, les voisins peuvent apprendre les uns des autres. Mais je n'ai pas vraiment de solution magique pour étendre l'échelle des LMMA. Je pense que ces petits réseaux sont importants et je pense également que si vous êtes dans une zone littorale où il y a une industrie du tourisme, comme les hôtels par exemple, on peut collaborer avec eux pour le contrôle et la gestion et le soutien financier. Cela se passe déjà. Les exemples ne sont pas parfaits, mais les AMP qui ont engagé les opérateurs du tourisme réussissent mieux que les autres. Et il y a des exemples intéressants comme les Maldives où un certain nombre d'îles commencent à devenir des réserves marines. À travers les 105 destinations touristiques, il n'y en a pas une qui n'est pas une zone protégée. Mais je pense également qu'il y a un cas d'engagement plus général en termes de gestion. Mais moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour accélérer la multiplication de ce phénomène et pour éviter qu'on doive tout le temps les soutenir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y ait des projets qui exigent un financement à goutte permanent et lorsqu'on arrête le financement et le soutien, le projet vient à sa fin. Alors oui, nous en avons parlé un peu plus tôt aujourd'hui. La meilleure manière d'étendre l'échelle du travail que nous faisons, c'est de l'intégrer dans la culture. Parce qu'une fois que cela devient intégré à la culture, alors les gens vont le faire sans qu'on les paye pour le faire. Donc, par exemple, si ça devient quelque chose que vous faites d'une manière culturelle, d'établir des zones protégées, vous n'aurez pas besoin de tout un tas de soutien et de finances venant de l'extérieur pour convaincre ces communautés de faire leur travail de conservation. Oui, c'est un peu ce que je disais au début, c'est-à-dire que les gens dans cette AMP en Suède sont très fiers d'être des habitants là-bas et ils veulent les étendre et ils en voient les bénéfices. Ils sont fiers de l'image que cela a créée. C'est très important. Pour revenir à la question du planning spatial maritime, dans la mer Baltique, nous avons 2000 bateaux toutes les minutes. Et ces exigences sur l'océan et sur la mer Baltique doivent être liées aux autres demandes: tourisme, l'aquaculture, la pêche, l'énergie des océans et tout le reste. Et cela représente un énorme défi. Comment trouver un équilibre, comment négocier, comment collaborer non seulement parmi les instances locale suédoise, mais à travers toute la Baltique, nous avons la Finlande, la Russie, le Danemark, l'Allemagne. Comment coopérer à travers cette mer? Nous avons besoin de beaucoup de patience et nous avons également de transparence et de confiance dans l'échange des informations. Cela peut être appliqué à la Baltique, mais peut également s'appliquer à une AMP. Et que les communautés elles-mêmes peuvent établir cette transparence et cette confiance. Donc, lorsque nous rentrons chez nous la semaine prochaine, qu'allons-nous faire à titre individuel pour améliorer le monde marin mondial? Est-ce que, en une phrase, vous aimeriez partager avec nous une expérience que vous auriez partagée et appliquée à la fin de cette semaine? Eh bien, moi seulement, je suis arrivée aujourd'hui, donc il faudra peut-être que je revienne à cette question demain. William? Le financement durable a été ce qui nous a permis d'avancer. Beaucoup des initiatives en Micronésie ont profité de cela. Pour moi, c'est important d'aider à construire ces mécanismes qui permettent aux communautés locales d'avancer. Eh bien, moi, je pense que chacun, lundi, lorsqu'ils retournent sur l'océan ou bien à leur bureau, là où ils travaillent, c'est que quand ils ont entendu parler d'une bonne pratique, de se dire qu'il faudrait peut-être s'engager avec le groupe de personnes qui a permis d'établir cette bonne pratique et peut-être simplement commencer à initier un processus de questionnement chez vous.
Dans la mer Baltique, nous avons tous ces défis, y compris les brise-glaces pendant la saison hivernale. Et souvent, on nous demande comment gérer cette situation des brise-glaces en mer Baltique parce que ce sont les mêmes défis auxquels les gens qui travaillent dans l'Arctique sont confrontés. Alors ça, c'est pour une question d'avenir, mais cela nous permet de nous avancer. Alors une des expériences que j'ai pu faire, c'est de pouvoir comparer la mer Bohai à la Baltique. La mer Bohai se trouve au nord-est du littoral de la Chine. C'est assez semblable, c'est assez peu profond, une population en croissance rapide et des écoulements d'eau. Et je pense qu'il y a des leçons à tirer. Les deux mers ont été sévèrement altérées par les activités humaine et il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais les méthodes de gestion sont tout à fait différentes. Il y a donc un contraste entre le commandement et le contrôle et les gouvernements centraux qui prennent toutes les décisions et de l'autre côté, des tentatives de collaboration en partenariat à travers la mer. Donc il y a différents contextes politiques et de gouvernement et de gouvernance, mais les problèmes sont souvent partagés et en commun. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir échanger les idées, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas dans d'autres endroits, et ensuite construire les réseaux informels qui nous aident à agir. Avez-vous un dernier message que vous aimeriez transmettre à notre public, Steve? Nous n'avons pas beaucoup parlé de l'engagement efficace dans ce forum. Je dirais seulement qu'il faudrait impliquer les communautés dès le début et ensuite tout au long du processus. Il faut établir des objectifs clairs. C'est pareil que pour toute entreprise. Vous allez vous perdre si vous ne savez pas où vous allez. J'ai travaillé dans les îles Cook où la capacité est très élevée et le travail que nous avons étudié autour de l'océan Indien est beaucoup plus faible. Donc il faut adapter votre projet aux capacités des communautés locales et du gouvernement. Les communautés locales doivent savoir qu'on les écoute et qu'ils vont bénéficier des initiatives. Nous pouvons tous les aider avec Bright pour les faire lancer des initiatives, mais ils ne vont pas continuer s'ils ne perçoivent pas les bienfaits. Lisa? Comme je suis diplomate et négociatrice, il faut toujours choisir les parties prenantes qui sont énergiques, ceux qui sont motivés à titre personnel, que vous pouvez exploiter pour vos propres fins. Et donc cela devient une situation gagnant-gagnant. Pour une AMP, par exemple, qui sont les acteurs ou les personnes ou les individus qui sont déjà engagés dans ces régions et quels seraient les avantages pour eux si vous établissiez une AMP. Merci beaucoup. Je pense que nous avons pu bénéficier d'un panel assez diversifié et riche en informations. Et nous avons pu débattre des questions qui nous intéressaient tous. À 18h15, aujourd'hui, William Warren va nous montrer son film sur les requins blancs. C'est un plongeur professionnel qui fait l'observation des requins blancs et qui les tague et les observe. Donc maintenant, je vous demande d'applaudir notre panel illustre.